M. Gilles Laulier annoncera une action pour tendre vers le zéro déchet. Pour l'occasion, il sera accompagné de Serge Bonin, président du comité de gestion des matières résiduelles et président de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des chutes de la Chaudière. En plus, pour la période de questions en soutien, nous avons M. Jean-Claude Belzile, directeur de l'environnement. Nous débuterons avec les allocutions et nous poursuivrons avec une période de questions sur le sujet annoncé. Si les journalistes ont d'autres questions par la suite, nous les prendrons. Alors, sans plus tarder, Monsieur le maire, je vous cède la parole. Eh bien, merci beaucoup. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Et c'est pas par hasard aujourd'hui si tous les membres du Conseil sont présents à cette conférence de presse. Nous souhaitons relever au cours des prochains mois, avec notre comité de gestion des déchets, et je voudrais en premier lieu féliciter tous les membres du comité pour leur excellent travail, M. Serge Bonin, qui en assure la présidence. Merci, Serge. Vraiment, je pense qu'on a une très, très belle mouture suite à notre politique d'environnement, suite à notre plan de gestion des matières résiduelles. Alors donc, on va de l'avant à compter d'aujourd'hui. Et je voudrais aussi saluer les autres membres du comité, Mme Karine Lavertu, M. Jeannot Demers, M. Steve Dorval. Alors donc, je voudrais vous féliciter pour votre magnifique travail au sein du comité. J'espère que je n'ai oublié personne au sein du comité, tout le monde. Alors donc, je voudrais aussi saluer la présence de M. Guy Dumoulin, qui a suivi ce dossier-là pendant de nombreuses années. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui est importante et qui va exiger la mobilisation citoyenne. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui que l'environnement, toutes les questions reliées au gaz à effet de serre, la situation évolue énormément, rapidement aussi. Donc, au cours des 8 ou 10 dernières années, il y a une évolution. On a vécu une campagne électorale récemment et les citoyens nous ont quand même porté des messages. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé d'agir aujourd'hui. Et on agit dans le cadre de notre politique environnementale et des nouvelles cibles aussi. Puis il ne faut pas l'oublier, c'est qu'au niveau de la gestion des déchets, le gouvernement du Québec fixe des cibles qu'il nous faut atteindre. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, politique environnementale, plan de gestion des matières résiduelles, on a fait énormément de consultations. Et les gens, maintenant, la population est prête à ce qu'on fasse en sorte d'adhérer vers le zéro déchet. Qu'est-ce que c'est, adhérer vers le zéro déchet? Si je le résume, peut-être que M. Bonin va vous en parler plus à fond, mais au fond, ça signifie tout simplement de récupérer, de recycler et de réutiliser le maximum possible de déchets à la source. Donc, de réduire à la source, donc l'élimination des déchets, au lieu de se doter d'équipements lourds, très dispendieux, des sites d'enfouissement et autres éléments qui coûte très, très cher collectivement. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle on pose un geste concret pour tendre vers le zéro déchet et on a choisi unanimement, tous les membres du conseil municipal, suite à la recommandation aussi de notre comité de gestion des matières résiduelles, de poursuivre la collecte résidentielle des déchets toutes les 2 semaines pendant la saison estivale. C'est donc à l'unanimité que le comité de gestion des matières résiduelles a recommandé d'implanter cette mesure dès le mois de juin. Cette fréquence de collecte des ordures est déjà en vigueur de septembre à mai et elle sera désormais maintenue toute l'année. La réduction de la fréquence de la cueillette des ordures est un moyen simple et efficace pour réduire le tonnage de déchets éliminés. Plusieurs autres villes du Québec ont emboîté le pas. On n'est pas seul. C'est une tendance lourde qu'on voit dans toutes les municipalités. Je donne l'exemple ici de Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Terrebonne, et on pourra en nommer d'autres. Donc, il y a une urgence climatique et nous, on veut faire figure de leader et on veut mettre l'environnement au premier plan. Donc, la réduction de la fréquence de la collecte des ordures est une mesure qui a démontré son efficacité pour réduire le tonnage et cette décision est en parfaite adéquation avec notre politique environnementale, comme vous le savez, qui a été adoptée en juin 2021 et avec le projet aussi de plan de gestion des matières résiduelles qu'on a adopté en mars dernier. Donc, on a décidé d'agir rapidement. Le gouvernement du Québec a fixé des objectifs provinciaux de valorisation des matières compostables et, selon nos dernières données, 66 % des matières recyclables sont actuellement déposées dans le bec bleu, alors que la cible provinciale est de 75 %. Vous voyez, on est à 66, la cible est de 75. Alors, du côté des matières compostables, ce sont 51 % des matières qui sont mises dans le bac brun lévisien, alors que le gouvernement vise une valorisation
de 60 %. Et on veut faire beaucoup de gains au niveau du compostable. Et c'est la raison pour laquelle la collecte des déchets aux 2 semaines devrait inciter à un meilleur tri et nous permettre collectivement d'atteindre ces cibles provinciales. Il y a un autre élément qui est important à souligner, et ce pourquoi les impacts, dans la mesure où les citoyens modifient quelque peu leur façon de faire, l'impact n'est pas si énorme. Pourquoi l'impact n'est pas si énorme? Hein? Les gens disent, ah ben oui, vous ramassez plus les déchets toutes les semaines l'été. D'abord, on est dans une tendance lourde. On est une des seules villes qui le fait. Alors donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on a été avant-gardistes, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on a implanté le compostage à Lévis. Donc, au fond, il ne faut pas l'oublier, le compostage, lui, c'est à toutes les semaines d'été. Donc, il se fait du compostage à toutes les semaines d'été. Ce qui veut donc dire que ce qui va être demandé aux citoyens, c'est là qu'on va faire beaucoup de pédagogie, c'est de dire, au lieu de mettre vos déchets dans votre conteneur à déchets, faites un tri minimum et essayez de mettre ce qui est compostable dans le bac à compostage. Et ça va éviter tous les désagréments qu'on peut imaginer parce que le compostage est à toutes les semaines. Et je tiens à vous signaler qu'il y a des villes et des municipalités au Québec qui font le ramassage des déchets aux 15 jours, mais qui n'ont pas cette chance d'avoir le compostage, alors que nous, on l'a à Lévis. Et ce qu'on veut, c'est d'en mettre moins dans le bac à déchets et en mettre plus dans le fond, ce qu'on demande aux gens. Y a-t-il moyen de switcher une partie de vos déchets dans le bac brun? C'est ça, dans le fond, l'effort supplémentaire qu'on va demander à nos concitoyens et nos concitoyennes au cours de la prochaine année. Donnons-nous collectivement ce défi-là. Puis ça va être important de le faire parce qu'au fond, on veut continuer à être les meilleurs et ça, pour nous, c'est important. Il faut dire que, parce que là, il faut encourager aussi nos concitoyennes et nos concitoyens en leur disant ceci, attention, la quantité des déchets par habitant a diminué quand même, donc de 100 kg. Alors donc, le taux de génération des déchets se situe à 380 kg par personne à Lévis en 2020. 380, alors que l'objectif provincial est de 525 kg. Donc, moi, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter aussi la collectivité lévisienne pour les efforts qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais là, au fond, on stagne. On stagne, tu sais, on n'a plus de gains. Et ça va être important d'avoir ces gains-là parce qu'il faut se donner des objectifs clairs pour atteindre ces gains-là et il faut redoubler d'efforts pour surpasser notre nouvel objectif de poids de résidus par habitant. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et là, on va se dire la vraie vérité, c'est la raison pour laquelle on a mis quelques graphiques intéressants pour les médias d'information. Et je tiens à en montrer un ici, là, qu'on a mis. Bon, ben ça, là, c'est notre fameux chèque à date. Tiens, il apparaît à l'écran, c'est fantastique. Alors donc, vous le voyez, 75 % du contenu du sac à ordures est encore valorisable. Donc, à partir de ce moment-là, et quand surtout on regarde ce qu'il en coûte pour la réduction des déchets, dites-vous que la réduction à la source, comme on propose de le faire, c'est-à-dire que là, on va demander aux gens d'aller plus vers les déchets, tu sais, de faire en sorte qu'on envoie à l'incinérateur ou à ces gens-là que les déchets ultimes. Et donc, pour nous, ça va être important. Alors, la réduction des déchets, en plus, c'est payant, puisque l'élimination des ordures, mettons qu'on ne fait aucune intervention, on élimine, tu sais, on remplit notre bac n'importe comment, etc., ça coûte à traiter 122,50 $ la tonne. Traitement des matières recyclables, on baisse à 70 $ la tonne, et les matières compostables à 62 $ la tonne. C'est impressionnant. On est du simple au double. Donc, on pense que collectivement, on doit faire cet effort-là. On pense que collectivement, on ne peut plus, puis là, si mon collègue de Saint-Lambert, la municipalité voisine, était là, on sait que notre site d'enfouissement, la Régie des déchets, est à Saint-Lambert. Bien, lui, là, le maire de Saint-Lambert, adhère aussi avec nous sur ce zéro déchet parce que lui, là, il veut pas trop qu'on agrandisse le site d'enfouissement à Saint-Lambert. C'est normal. Alors, lui, il veut qu'on l'utilise de façon la plus rationnelle possible. Ça coûte très cher, d'ailleurs, développer on appelle ça des cellules qui doivent être parfaitement étanches. Alors, le président de la Régie pourrait vous en parler. Alors, ça, c'est extrêmement important. Alors, voilà pourquoi
on est mûr pour passer à cette autre étape de mobilisation. Et je le rappelle, tout ce qu'on va demander comme effort, on va faire beaucoup de pédagogie là-dessus, là, hein, au niveau des bacs. On va demander aux gens, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre une partie de vos déchets qui sont dans vos bacs, mettez-les dans les bacs de compostage et les gens, ils vont être ramassés toutes les semaines. C'est ça la beauté de l'affaire, alors que de nombreuses villes n'offrent pas le compostage actuellement. Alors voilà, j'ai fait un bon tour d'horizon, je crois, et je vais en laisser un peu pour mon ami Serge, qui est le président de la commission. Et encore une fois, je voudrais aussi saluer donc toutes nos équipes. Je pense ici, entre autres, à Jean-Claude Bézil, le directeur de l'environnement, bien sûr, qui fait un excellent travail. Alors, je voudrais vous féliciter pour cet excellent travail. Je vois notre responsable au niveau des déchets qui fait aussi un excellent travail. Bravo, vraiment, c'est un magnifique travail. On est fiers de ce que vous faites au niveau de l'environnement. Est-ce que Doris Dumas est ici aussi également? Non. Bon, alors, bravo. Magnifique travail, toute l'équipe. Et on est très fiers. Merci au comité également. Et je lance un appel, en terminant, à la population lévisienne pour une mobilisation ensemble. De petits efforts au quotidien qui vont vous permettre de passer un été agréable. Oubliez les verres blancs, etc. Si vous faites le transfert dans votre bac à compostage, vous n'en aurez pas. C'est aussi simple que ça. Alors donc, et si vous suivez les consignes de la façon d'en disposer aussi, alors on va faire beaucoup de pédagogie là-dessus. M. Bonnin va avoir l'occasion de vous en parler. Et je voudrais souligner, pour montrer à quel point cette conférence de presse-là est importante, la présence aussi de notre directeur général, M. Simon Rousseau, qui nous quitte bientôt, bien sûr, mais vous voyez, il est toujours à l'œuvre, en action. Merci, M. Rousseau, puis merci à toute l'équipe pour le magnifique travail réalisé. Nous, on est prêts à relever le défi. On va essayer de donner l'exemple, les élus, hein, nous-mêmes, et on espère que la mobilisation va porter fruit. Merci à la mobilisation que vous allez faire, toute l'équipe actuellement, et on en est très fiers. Bien, merci. Merci beaucoup, M. le maire. M. Bonnin, à vous la parole. Merci. Merci, M. le maire, chers collègues. Merci d'être là, tout le monde, en solidarité. Parce que ce qu'on prend comme décision, c'est pas un calcul, c'est pas une mode, hein, c'est une responsabilité d'élu qu'on a. On entend les appels à la protection de l'environnement partout, dans toutes les villes. On sent ce mouvement-là qui est indéniable. On sent ce besoin-là. Il faut protéger notre planète. On a des objectifs à Lévis. Puis pour les atteindre, bien, ça prend des actions concrètes puis des actions efficaces, des actions qui ont été mesurées ailleurs puis qui ont fonctionné. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Je salue particulièrement mon comité, Jeannot, Karine, Steve. Merci Jean-Claude aussi d'être là, Christian et Doris qui est absente. Donc, on a vraiment un beau comité qui aime poser des questions, qui est très curieux, qui a envie d'aller plus loin, puis qui a envie aussi d'être audacieux, puis de prendre les meilleures mesures pour faire avancer les choses. Et puis, je crois que Lévis doit faire preuve de leadership, doit poser des actions concrètes, mesurables, afin de faire sa part. Vous comprendrez que réduire la fréquence des collectes offre plusieurs avantages pour la ville, mais aussi pour les citoyens. On pense d'abord à la réduction des GES. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au site d'enfouissement. C'est immense. La première fois que je suis arrivé là, c'est colossal. Et je me dis, on est en 2022, ça n'a pas de sens qu'on soit encore en train d'enterrer autant de déchets en 2022, ici dans une ville comme Lévis. Il faut sortir de ça. Il faut réduire ça au maximum et il faut que ce site-là ne soit pas périn. Il faut qu'on puisse réduire la durée de vie de ce site. Et pour ça, il faut réduire les déchets ultimes. Il y a l'incinérateur aussi. On en brûle une bonne partie, évidemment, ce qui cause des gaz à effet de serre. Donc, évidemment, pour l'environnement, c'est bon si on réduit, on prolonge la durée de vie de l'incinérateur, mais aussi on va réduire le nombre de GES qu'on émet. Donc, on est gagnant sur toute la ligne. Bon, on va parler concrètement. Les odeurs, les vers, hein, c'est beaucoup ce qui rend réfractaire. S'il y a des odeurs et des vers qui proviennent des déchets, c'est parce qu'il y a des matières compostables qui s'y trouvent. C'est aussi simple que ça. C'est parce qu'il y a des cœurs de pommes, il y a de la viande, il y a des restants d'os ou peu importe. Ça doit aller dans le compost.
Donc, on se prend un petit papier brun, un petit sac en papier brun, on met tous nos déchets de table dedans, on le referme comme il faut, et puis le compost passe à toutes les semaines durant l'été. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, non seulement c'est bon pour l'environnement de faire la collecte aux 2 semaines, mais c'est bon aussi pour nos nez, pour les odeurs. Ensuite, l'évident a été énoncé, on passe aux avantages d'un bon tri pour nos portefeuilles, parce que ce n'est pas négligeable non plus. L'élimination des ordures, c'est 122,50 $ la tonne. Le traitement des matières recyclables, 70 $ la tonne. Puis le traitement des matières compostables, 62 $ la tonne. Alors, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens parmi vous, si on fait le calcul rapidement, ça coûte 2 fois plus cher d'éliminer un résidu ultime que de le recycler ou de le composter. Et puis ça, c'est notre trésor collectif. C'est les fonds de la ville, mais ça vient des citoyens. La ville appartient aux citoyens. Donc, c'est notre argent à tous. Alors, évidemment, on économise. Il y a d'autres villes qui ont déjà fait le saut, on en parlait. Il y en a qui sont 2 semaines, il y en a même qui sont 3 semaines. J'étais à Longueuil en fin de semaine, le bac de déchets est plus petit. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont mises en place. Je pense que c'est la base de passer aux 2 semaines l'été. Et puis, on a tout ce qu'il faut pour y arriver ici à Lévis. On a des organismes qui sont dévoués, qui font de la récupération, de la réutilisation. On a des citoyens qui ont l'environnement et leurs finances à cœur. On a des entreprises qui comprennent en quoi c'est nécessaire. Et puis, moi, j'estime que les Lévisiens sont pas pires que les Gatinois, que les Sherbrookeois, que les Longueuillois. On est capable de faire notre part, on est capable de faire le tri, puis d'envoyer les choses au bon endroit pour réduire la quantité de déchets. On a aussi adhéré au National Zero Waste Council, donc pour le zéro déchet, on en parlait. Alors ça, il faut tranquillement essayer de voir comment on peut changer nos habitudes de consommation. On était hier au Pléiade, puis je voyais une entreprise qui demandait à ses clients d'amener les pots directement pour les remplir, donc en vrac. C'est une façon de consommer qui change. On peut pas le faire tout le temps, mais on essaie de réduire les emballages le plus possible, puis on essaie de réfléchir quand on consomme pour réduire le plus possible nos déchets. Et parce qu'on a tous nos moments de doute, à savoir où va parfois le bois du patio, la garnotte, le saran wrap, les attaches à pain, peu importe, bien, on a un outil qui est très précieux à la Ville de Lévis, qui est le guide du tri. Alors, vous allez sur le site de la Ville, vous tapez « guide du tri », et là, vous pouvez mettre absolument tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Batterie, bois de chauffage, peu importe, n'importe quoi. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce que je fais avec ça, de la peinture, où est-ce que je dois le déposer. Il y a des points de collecte, des points de dépôt. Donc, c'est un guide qui est vraiment très, très utile. Moi, j'ai appris à m'en servir quand même, je dirais, assez récemment, mais je le trouve vraiment efficace et pertinent. Et puis maintenant, bien, on aura un nouvel outil qui s'intitule tcapable.ca. Et quand je disais que les Lévisiens ne sont pas pires que les autres, les Lévisiens sont capables. Alors, tcapable.ca va vous donner toutes sortes d'outils. Alors, vous voyez déjà la campagne qui est, à mon avis, audacieuse. Les communications d'une ville, des fois, ça peut sortir un peu du cadre, ça peut être créatif. Alors, je remercie la direction des communications d'oser avec ce visuel que je trouve très sympathique, très souriant. Quand on l'a présenté au comité plénier, en fait, tout le monde était assez enthousiaste, c'était unanime. Donc, fais comme Solange, trie tes vidanges, fais comme Marcel, trie tes poubelles. Donc, avec ça, on va essayer de le faire rayonner le plus possible pour que tout le monde puisse embarquer, pour que ça rayonne, qu'il y ait un sourire quand on voit ça, puis on fait « ouais, pourquoi pas, c'est pas si compliqué, on le fait ». Donc, c'est vraiment de trouver l'endroit où on va le mettre au bon endroit. Alors voilà, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci d'être là. Puis, on relève ce défi tous ensemble. J'ai confiance en nous tous. Merci beaucoup, M. Bonin. Passons maintenant à la période de questions concernant le sujet annoncé plus tôt. Pour les journalistes en salle, on vous demande d'utiliser le micro. Pour les journalistes à la maison, simplement lever la main. Donc, on va y aller avec une première question de M. Alexandre Bellemare du Journal de Lévis. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, M. Bellemare. Oui, allez-y. Super. Ma question était, je comprends l'initiative via l'environnement, les cibles qu'on désire atteindre, mais est-ce que les pépins qu'on a eus avec notre contractant dans les derniers étés, dans la dernière année, les problèmes de main-d'œuvre, ont peut-être motivé à faire ce changement-là un peu plus rapidement?
Non, vraiment, notre motivation est en lien direct avec notre politique d'environnement et avec l'évolution de notre société dans l'ensemble. Donc, qu'on ait des pépins ou pas, même si on avait un fonctionnement à 100 donc, c'est l'option qu'on avait déjà privilégiée au départ. Alors donc, ça ne change strictement rien à la décision qu'on prend aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux, puisque de toute façon, en ce qui concerne le ramassage des déchets, on a mis en place une stratégie où cette situation-là va être réglée définitivement. Elle l'est déjà d'ailleurs, ça va très, très bien pour le moment. Et comme on s'est engagé à le faire, on a 2 camions qui sont capables d'intervenir en réserve et on va procéder aussi à l'acquisition de nos propres camions, donc pour être capable de suppléer aux manquements qu'il pourrait avoir au niveau du service. De ce côté-là, il n'y a pas d'enjeu. Et je vous dirais qu'à la limite, avec les camions qu'on loue, etc., on sera même capable de la faire, la collecte aux semaines l'été, honnêtement. Mais cela étant dit, c'est pas l'option qu'on a retenue et cette option-là qu'on retient, elle est en ligne directe avec notre politique de l'environnement. Et dans notre politique de l'environnement, l'élément central, c'est de viser vers le zéro déchet, c'est-à-dire éliminer à la source les déchets. Et là, on s'est aperçu que si on poursuit le ramassage des déchets à toutes les semaines l'été, bien, on va stagner. Là, ce qu'on voudrait, et ce qu'on souhaite faire, et c'est la raison pour laquelle on a une campagne d'information qui va être à 3 niveaux. Informer, sensibiliser et éduquer. Et pourquoi on veut faire ça? Alors donc, c'est très simple, c'est qu'on veut demander un effort minimal aux gens pour faire un transfert de certaines matières d'un bac à l'autre. Et ça règle tous les problèmes et tout va se ramasser à toutes les semaines l'été. Alors donc, on pense, nous, qu'on va être en mesure d'organiser cette mobilisation-là. Je termine en disant, on est déterminé. Il va y avoir l'aspect pédagogique, oui. On va avoir des rencontres, on va avoir une approche très pédagogique. Et je tiens à signaler aussi, j'ai oublié de signaler tantôt, qu'on a créé un fonds vert d'1 million de dollars, dont certaines sommes pourraient servir au comité pour mettre de l'avant ces stratégies de communication et ces stratégies pédagogiques auprès de la population. Oui, on va demander un effort collectif. M. Bonin le disait tantôt, je pense qu'à un moment donné, on devrait peut-être, M. Bonin, organiser une porte ouverte pour que les gens viennent voir de quoi ça a l'air un site d'enfouissement. Et là, les gens pourraient voir à quel point il faut qu'on arrête ça, puis il faut qu'on essaie de minimiser l'impact dans les espaces urbains, tu sais, de la gestion des déchets. Alors, je pense que ça serait peut-être une bonne idée, vous pourriez peut-être le faire en passant, je vous le suggère. Ça serait excellent de faire ça pour que les gens voient l'ampleur des coûts que ça représente de faire d'enfouissement. Et les gens vont voir comment c'est fait une cellule aussi, tu sais, ce qu'on appelle les fameuses cellules qui doivent être parfaitement étanches. Alors donc, puis moi, je suis fier qu'on adhère au zéro déchet. Ça ne veut pas dire là, qu'on va tout éliminer demain matin. Le comité s'est fixé des objectifs réalistes aussi. Hein? On ne dit pas que demain, là, il n'y aura plus aucun déchet, puis bon, on va y aller progressivement. Alors, je ne sais pas, M. Bonin, s'il y avait quelque chose à ajouter de votre côté, M. Bonin. Non, c'est ça. Ben, l'idée de visiter le site d'enfouissement est bonne. Nous, on va le faire en tant que comité lors de notre prochaine réunion. D'ailleurs, je devais inviter tous les membres du conseil. Alors, vous recevrez une invitation si vous avez envie de venir, mais éventuellement, de faire une journée porte ouverte, oui, pour le public, ça peut être franchement intéressant, ou au moins faire des vidéos pour présenter l'ampleur de ce que c'est face à un être humain debout à côté de la cellule. Là, c'est vraiment immense, là. Donc, voilà. Puis pour la campagne, bien, vous voyez ces 2 visuels-là, c'est un départ, hein, c'est une inspiration, c'est une inspiration. Puis il y en aura d'autres, il y aura d'autres déclinaisons, mais vous voyez le ton qu'on va donner à cette campagne-là. Alors, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que j'aimerais ça me retourner vers M. Paré. Est-ce que ça serait possible, M. Paré, d'organiser aussi une journée porte ouverte à l'incinérateur? Ce serait intéressant que les gens voient à quel point là, éliminer les déchets, là, c'est incroyable les équipements que ça demande et ça serait le fun que les gens puissent voir notre fameuse fosse, à l'incinérateur, où notre objectif, là, c'est qu'on ne veut pas en construire un 2e incinérateur. Celui-là a une capacité, je me souviens plus, c'est 20 000 tonnes annuellement. Donc, on veut en rester aux 20 000 tonnes. Pour ça, il faut faire des efforts de compostage, etc. Il ne faut pas oublier qu'en plus, j'ai oublié de le dire, mais le compost est récupéré et redonné aux citoyens, hein, en passant, à notre centre,
nos écocentres. Alors, ils sont vraiment donc redistribués. Alors, voilà. Monsieur Biedemar, je pense que vous aviez une autre question, hein, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que j'en comprends que ça vient d'une demande citoyenne que vous avez entendue dans vos consultations publiques dernières aussi? Est-ce qu'on sent que les gens sont prêts à faire ce saut-là aussi, là? On s'est rendu compte que les gens étaient prêts à faire ce saut-là en juin 2021, où la première surprise qu'on a eue, c'est quand on considère les consultations qu'on avait faites à ce moment-là sur la politique de l'environnement, dont il y avait un volet qui touchait la gestion des déchets. On a même eu 2500 à 3000 participations là, via les médias sociaux, parce qu'on s'est rendu compte, et on l'a vu avec le plan de gestion des matières résiduelles, que les consultations en présentiel, c'est de plus en plus difficile à organiser, attirer le monde. Alors, on y va maintenant avec des moyens. On utilise de plus en plus les médias sociaux pour faire nos consultations. Or, il est apparu très évident, donc, dans le cadre de cette politique d'environnement, qu'on a mis de l'avant. Alors, on a travaillé ça en 2020, je pense, hein, 2019-2020, où là, vraiment, il y a eu des focus group de fait au niveau de l'environnemental, il y a eu des consultations. Et déjà en juin 2020, on savait que les gens étaient prêts à passer à l'action dans ce sens-là, pour éliminer le plus possible de déchets à la source. Puis on veut devenir, il faut le dire, un modèle au Québec à ce point de vue-là. Merci beaucoup. Nous allons passer à la question de Mme Émilie Pelletier du Soleil. Oui, bonjour, on m'entend bien? Oui, on m'entend? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Désolée, je n'avais pas eu de feedback. Monsieur Bonin, peut-être, vous parliez de la réduction des GES. Est-ce qu'à terme, je comprends que là, comme la collecte du compostage se fera à toutes les semaines, celle des déchets aux 2 semaines, est-ce qu'ultimement, on élimine un peu de camionnage aussi à travers tout ça ou pas? C'est sûr qu'en passant aux 2 semaines, oui, il y a moins de camions qui vont circuler sur les routes, forcément, parce que quand on ajoute une semaine, on ajoute plein de camions une semaine sur 2. Alors, forcément, oui, il y a cet impact-là qu'on peut considérer dans la chose, oui. OK. Et mon autre question, ça fait un peu du pouce sur ce que mon collègue Alexandre a dit un petit peu plus tôt. Je lisais sur le site de la Ville de Lévis qu'on connaît déjà des retards dans la collecte des matières compostables. C'est une notice qui date du 13 mai, donc je ne sais pas si la situation est réglée, mais avec les vacances qui s'en viennent, on connaît les difficultés de recrutement de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on croit être en mesure de tenir ce rythme-là, donc pour le compostage à toutes les semaines? Nous, on a un rythme de ramassage des déchets qui est à 90-95 très satisfaisant. On peut pas être à l'abri de l'oubli d'une rue. Alors, il peut arriver qu'à un moment donné, un opérateur, pour une raison ou pour une autre, oublie de faire une rue. C'est normal. Ça fait partie des possibilités. Alors maintenant, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est qu'on va se donner un backup dorénavant pour être capable d'intervenir dans ces situations-là. Mais peut-être, je vais laisser la parole peut-être à M. Belzile qui va répondre à votre question qui est plus technique. Alors donc, mais je pense qu'effectivement, il y avait eu une petite problématique, mais elle semble résorbée maintenant. Bien, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que la problématique actuellement, elle est temporaire, est due au fait qu'actuellement, on est en période de ramassage des résidus verts qui amène une charge de travail supplémentaire. Alors, on s'attend à ce que d'ici 2 semaines, la situation soit complètement rétablie sans qu'on ait besoin d'agir de façon particulière. Donc, c'est une situation qui est exceptionnelle, temporaire. Alors, non, on ne craint pas pour la collecte cet été. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, on en avait discuté, ça me revient, là. C'est vrai qu'on a certaines périodes dans l'année où là, on a une masse critique quand même importante hein, au printemps et à l'automne aussi, donc vers la fin de la saison de ramassage des feuilles, les gazons, etc. Mais c'est très momentané et ça ne dure qu'une semaine ou 2. Là. Alors donc, nous, on peut dire qu'on est parfaitement en contrôle de la situation et comme on a prévu maintenant un plan d'action à moyen et long terme, donc le plan d'action à court terme, c'est qu'on s'est doté de 2 camions, un qui est à contrat direct et l'autre qui est à l'heure, 2 camions donc en location. Et en plus, on va procéder à l'acquisition de 2 camions pour nos besoins à nous, parce qu'une ville doit prévoir en matière d'urgence ou en matière de la gestion des déchets, c'est un service essentiel. Donc, il faut qu'on ait des possibilités d'intervention si jamais il arrivait ce que vous dites, par exemple, une entreprise qui fait faillite.
bien, il faut avoir, nous, une possibilité de pouvoir mettre en place un plan immédiat de ramassage et de collecte des déchets. Puis pour faire un petit peu de pouce, à l'automne, justement, là, on a tendance à mettre les feuilles et le gazon dans le bac. On peut les laisser au sol. Hein. C'est de l'engrais, ça fait de l'humidité. C'est de l'herbicyclage, du feuillis-cyclage qu'on appelle. Donc, on prend la tondeuse, on déchiquette, puis on laisse au sol. C'est beaucoup plus facile. Ça allège aussi le travail des ramasseurs, puis ça pourrait éviter, justement, d'avoir des retards éventuellement. Là. Fait que ça, c'est un bon truc aussi à l'automne. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions concernant le sujet annoncé aujourd'hui. On va faire un deuxième tour. On va y aller avec Philippe Rodrigue-Comeau du FM 93. Allez-y, M. Comeau. Oui, bonjour. Est-ce que vous nous entendez, M. Comeau? Oui, bonjour. Oui. Désolé, j'avais oublié de prendre mon micro. J'aurais une question sur le jour encore. Au niveau des matières valorisables qui se trouvent dans les ordures, il est question de 75 %. Ça m'a peut-être échappé, mais est-ce qu'il y a un objectif mesurable d'ici quoi, 1 an, 2 ans sur ce qu'on veut qu'il y ait de matières valorisables dans les ordures après avoir appliqué la collecte aux 2 semaines? Il y a des objectifs qui ont été fixés. Alors donc, pour, par exemple, les matières recyclables, alors donc, je vois ici qu'on aimerait atteindre le 75. Notre performance était 66, et je pense que le comité s'est fixé comme objectif d'atteindre 75. C'est bien ça? Alors donc, même chose pour le compostable, on est à 51 % et on voudrait atteindre 60, qui est la cible gouvernementale. Et donc, on est résidu de construction, on est à 55 %. Là, on aimerait... là, il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est là qu'on va essayer de faire beaucoup de gains à 70 %. Alors, donc, grosso modo, c'est un peu ça. Donc, 75 pour les matières recyclables, 60 % pour le compostable et 70 % pour les résidus de construction. Voilà. OK. Et dans les ordures, est-ce que ça se traduit? Parce que là, vous parlez de 75 % de matières valorisables dans les ordures. Est-ce que la Ville le souhait, c'est peut-être de baisser, j'imagine, c'est 0 déchet, là, mais à court terme, ça serait après une année de passer à 50 %, 25 %. Est-ce que vous avez un chiffre en tête? Là, nous, actuellement, on est à 408 kg par habitant, donc de quantité de déchets générés par habitant, et on voudrait descendre en 2024 à 352. Donc, on veut réduire aussi cette source-là. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à ajouter. C'est ça. Ben, on n'a pas établi le pourcentage vraiment qu'on veut garder dans les déchets, mais en fait, on vise le 0, évidemment. On veut que ce qui soit dans les déchets, ce soit vraiment des résidus ultimes. Donc, mais on n'a pas une échelle là-dessus. Là. Les cibles sont plus de l'ordre de ce que M. le maire vient d'énoncer. D'accord. Si vous permettez, je pourrais peut-être amener un complément d'information. Dans le plan de gestion des matières résiduelles, nos cibles sont indiquées. Et on a donc des objectifs sur un certain nombre d'années. Et ça, ce qu'on présente aujourd'hui, ce n'est qu'une mesure qu'on va mettre de l'avant pour atteindre ces objectifs-là. Donc, vous devez le regarder avec ce qui est publié sur notre plan de gestion des matières résiduelles. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais toute l'information est disponible sur les cibles et les dates qu'on vise à atteindre ces cibles-là. D'accord. Et deuxième petite question en terminant, Monsieur le maire, vous avez insisté sur l'urgence climatique, l'importance d'agir. La Ville de Québec va réduire ses fréquences où elle autorise l'arrosage des pelouses dès cette année pour passer à un soir par semaine l'année prochaine. Je crois qu'à Lévis, il n'y a pas de limite particulière, c'est pair-impair en fonction de l'adresse des résidents. Est-ce que la Ville a un plan pour limiter les moments où les gens pourront s'occuper et entretenir leur pelouse? Bien, très bientôt, nous allons déposer au comité plénier le plan d'action touchant la politique en environnement, donc qui est présidé par Mme Fleur Paradis. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir toutes sortes de moyens donc de proposer. Est-ce que l'arrosage va en faire partie? J'en sais rien, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sont tous des éléments qu'on va regarder au cours des prochaines années, donc pour réduire notre empreinte au niveau des gaz à effet de serre. Donc, on est même en train de regarder, justement, hier au comité exécutif, on discutait, par exemple, des feux extérieurs, on discutait des feux de cheminée, la conformité des appareils en fonction des normes environnementales. Donc, il faut s'attendre qu'avec la politique environnementale, on va certainement avoir un virage à prendre. Vous voyez, aujourd'hui, là,
c'est un des volets de la politique environnementale. Il y a d'autres annonces qui vont être faites pour aller chercher l'adhésion de la population et mobiliser la population vers les éléments dont vous parlez. Et c'est certain que des éléments comme les arrosages pourraient être touchés, effectivement. D'abord, le respect de la réglementation, ça va être bien important, et d'autres éléments qu'on regardera dans le plan d'action de la politique environnementale. Parfait, alors, merci. ça s'en vient, ça devrait être imminent. Je pense que le plan d'action, Mme Paradis qui est dans la salle, il est prêt, je pense. Bon, alors, parfait. Alors, donc, on devrait le déposer bientôt en comité plénier pour une présentation. Merci. 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 Donc, je n'ai pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions portant sur d'autres sujets? Oui, allez-y, Madame Pelletier du Soleil. Oui, bonjour. La question, c'est Monsieur Bonin, si possible. Dans une lettre d'opinion, Monsieur Bonin, publiée hier dans nos pages, vous déploriez en fait le fait que la ville de Lévis a été discrète lors du congrès de l'UMQ. Je voulais voir un petit peu, qu'est-ce qui vous a déçu particulièrement? Parce que j'en comprends que ce que vous dites dans votre lettre, c'est que Lévis fait des belles choses et qu'on doit en parler, mais qu'on les a peut-être pas mis suffisamment de l'avant. Donc, qu'est-ce que vous auriez aimé voir à l'UMQ? Bon, en fait, c'était mon sentiment quand je suis arrivé là. Toutes les grandes villes étaient réunies, toutes les villes étaient réunies. Donc, j'avais l'impression que je voyais les noms de plusieurs villes qui étaient là dans des kiosques pour des initiatives et toutes sortes de choses qui étaient mises de l'avant, qui étaient innovantes et tout ça. Et je me suis dit, bien, Lévis, c'est sûr qu'on a des choses à présenter. Puis je ne voyais pas le nom de Lévis, je ne voyais pas des intervenants, mais j'ai eu une discussion avec M. le maire qui m'a quand même expliqué que c'est délicat aussi de prendre une place. Il y a comme une stratégie politique derrière tout ça. Mais moi, je me dis, j'avais l'impression que cette instance-là, en tant que nouveau venu, était l'endroit pour prendre de la place, pour rayonner, pour dire, ben, Lévis fait des belles choses et on est un leader et suivez-nous. Alors, j'ai eu ce sentiment-là que Lévis n'était pas suffisamment présente et visible. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai écrit cette opinion qui m'est venue là, de ma présence. Alors, effectivement, on a eu l'occasion, M. Bonin et moi, d'en discuter. C'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je fais partie du conseil d'administration de l'Union des municipalités et c'est sûr que en début, du congrès, nous, on revoit peut-être 45-50 points à l'ordre du jour. Et bien sûr, on a un porte-parole à l'Union des municipalités et c'est le président. Donc, en l'occurrence, M. Côté, et c'est vraiment lui qui se fait le porte-parole de l'ensemble des municipalités. Alors, il faut faire attention parce que on ne peut pas intervenir tout azimut. Imaginez-vous près de 2000 maires qui sont réunis, qui interviendraient tout azimut. Donc, ça serait le chaos qui s'installerait rapidement. Donc, je pense qu'il y avait plus peut-être une certaine incompréhension. Et on a dissipé ça ce matin avec M. Bonin. Et évidemment, le choix de participer avec un kiosque d'information, ça appartient aux villes. Nous, on a choisi d'autres moyens. Et notre moyen, c'est d'encourager surtout nos médias locaux. Donc, on met nos budgets là-dedans, les médias locaux, notre radio communautaire, notre hebdo, et on préfère de beaucoup utiliser ces moyens d'information-là. Donc, certaines grandes villes font comme nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un petit kiosque à l'Union des municipalités. Alors donc, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas actif. J'avais 2 membres du conseil qui étaient présentes, Mme André Comstrom, il y avait M. Bonin, et il y avait aussi Mme Brigitte Duchesneau. Donc, on était présents et on a fait valoir notre point de vue. Donc, nous, dans le fond, à partir du moment où les membres endossent le discours politique que va livrer notre président, ben nous, on est derrière notre président. Et on dit, ben oui, effectivement, la densification, c'est une problématique qui nous touche. Le logement, c'est une problématique qui nous touche. Et d'ailleurs, on a déposé récemment une demande pour près de 300 logements sociaux et abordables. Et la ministre nous a indiqué, lors d'une rencontre qu'on a eue, parce qu'à l'UMQ aussi, il y a le caucus des grandes villes. Et moi, je siège sur le caucus des 10 grandes villes. Et on a eu une rencontre, justement, je vous donne cet exemple-là. Là. On a eu une rencontre avec la ministre des Affaires municipales il y a une semaine. Alors, on était en conférence avec elle et on a eu de beaux échanges sur notre politique de soutien au logement social et abordable. Et la ministre nous a félicités
parce qu'on a un coffre d'outils avec 10 actions. On utilise, bien sûr, la construction des logements sociaux. On en fait. On a d'ailleurs 135 unités qui sont en construction actuellement, mais également, on y voit avec des moyens nouveaux, des remises de taxes, on a adopté un règlement, etc. Alors, au fond, il y a beaucoup d'actions à l'Union des municipalités, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand on est sur le plancher, on fait beaucoup d'interventions entre nous. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec surtout les nouveaux maires des grandes villes. En passant, ça a été fort intéressant. Et aussi, on a vu que dans cette nouvelle mouture à l'Union des municipalités, bien, il y a du renouveau, puis il y a à un moment donné des thèmes qui sont intéressants, qui sont abordés. Alors, je pense qu'au fond, j'en ai discuté avec M. Bonin ce matin, et on en est venu à la conclusion qu'au fond, il s'agit peut-être de se parler un petit peu plus pour voir un peu quel est le rôle vraiment qu'on joue à l'Union des municipalités, mais il y a aussi qu'il faut être solidaire derrière notre chef, qui, lui, est le porte-parole à l'Union des municipalités. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, au niveau de l'opinion. Je comprends que dans l'opinion, peut-être que M. Bonheur aurait souhaité qu'on ait un kiosque. Alors, on verra les années prochaines s'il n'y aura pas lieu d'en faire un, mais il faut en mesurer aussi l'impact réel. Et notre direction des communications va regarder ça. Bien, merci. Merci beaucoup. Oui, on va y aller avec une question de Nouveau dans la salle. Oui. Bonjour, Raquel Fletcher de Nouveau Info. Ma première question concerne les masques de procédure. Là. On a vu beaucoup de déchets, de masques jetés dans la rue, par exemple. Avez-vous déjà réfléchi aux solutions pour faire quelque chose avec cette haute quantité de masques? Bien, nous, actuellement, à moins que je me trompe, je vais m'adresser à M. Belzile, peut-être, si tu es d'accord, Serge, parce que je ne pense pas, je n'ai pas vérifié, je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup de plaintes enregistrées à cet égard-là. Et honnêtement, je vais le dire franchement, vous me posez la question, j'en vois pas de masque traîner actuellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors donc, est-ce qu'il y a une problématique qui est réelle de ce côté-là, M. Belzile? Moi, je n'ai pas entendu parler particulièrement de problématiques au niveau des masques comme tels, mais sachez qu'on encourage, parce que dans notre politique environnementale, on veut beaucoup encourager nos citoyens à participer aux activités, à l'amélioration de la qualité de l'environnement. Et on appuie notamment, demain, il va y avoir une campagne. En fait, il va y avoir une campagne de nettoyage qui va être faite par les étudiants de Marcel Mallette dans le parc et de chemin. Donc, c'est le genre d'activité qu'on encourage pour aller récupérer des déchets, mais il y a aussi du nettoyage qui se fait sur les bords de rue. Mais malgré ça, dans nos grands parcs, ça fait quelques années que c'est fait. Il y a des activités qui sont faites par des étudiants, par des citoyens qui ramassent les déchets qu'on retrouve à la fin de l'hiver. Mais je vais juste peut-être préciser ma question parce que si la cible, c'est 0 déchet, les masques, on est obligé maintenant de jeter les masques. Donc, ça contribue aux déchets. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a une solution pour les recycler ou je ne sais pas quoi? Alors, moi, je comprends ce que vous voulez dire. Au fond, il y a les masques. Il y a aussi certains produits, par exemple pharmaceutiques et autres, qu'on ne peut pas récupérer et recycler. Mais c'est une masse très infime sur l'ensemble du bac vert, du sac vert. Je ne sais pas, M. Belzile, si vous pouvez en parler un peu, mais par exemple, les couches jetables, c'est pas récupérable, n'est-ce pas? Bien, on a des campagnes, justement, comme par exemple des couches lavables. On a des campagnes comme ça pour favoriser l'utilisation, mais c'est vrai que sur l'ensemble de la masse, c'est quand même relativement faible par rapport. Donc, nous, on s'attaque dans un premier temps, puis on n'a pas... C'est sûr que s'il y a des marchés, puis s'il y a des façons de les récupérer, on va y adhérer. Mais actuellement, je ne suis pas certain que ces technologies-là existent, qu'il y a un gros effort qui a été mis de ce côté-là. Donc, nous, on met les efforts dans un premier temps sur ce qui va nous amener des résultats rapides, concrets. Et c'est pour ça qu'on présente aujourd'hui notre collecte aux 2 semaines qui va être... qui devrait... C'est une orientation qui devrait nous permettre de mesurer rapidement avoir des résultats concrets, payants, sans mettre des efforts très importants. Mais je suis d'accord avec vous que c'est une problématique d'avoir tous ces masques-là, mais actuellement, il n'y a pas de solution comme telle là, à court terme qu'on a pour pouvoir remédier à cette situation-là. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a toujours une liste de produits
où on ne peut pas recycler, qu'on ne peut pas composter. Et ça, mais c'est une infime partie. Donc, nous, comme M. Belzile dit, on va axer nos interventions sur les éléments. Mais on ne constate pas actuellement de plaintes en disant il y a beaucoup de masques qui traînent, mais je comprends ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'on fait avec les masques, tu sais? Alors, moi, j'en sais rien. Est-ce que ces masques-là sont recyclables ou on les envoie aux déchets? Je pense qu'il n'y a pas de recyclage possible. Bon, actuellement, ils sont envoyés aux déchets. Ils sont envoyés à l'incinérateur. Mais il y a aussi des problématiques avec d'autres. Par exemple, les sacs de plastique. À un moment donné, il faut qu'on s'attaque aussi à la problématique des sacs de plastique. Donc il y a beaucoup comment éteindre la cible de zéro déchet s'il y a toujours les choses qu'on ne peut pas recycler? Est-ce que c'est donner du faux espoir aux citoyens? Non, bien, si zéro c'est déchet, impossible. c'est un objectif. Là, on dit toujours on veut atteindre la Lune, on va au moins toucher les étoiles. Là, c'est un peu ça. Donc, zéro déchet, on veut aller vers ça. Est-ce qu'on va réussir à avoir un zéro déchet complet, ultime, un jour? Je ne sais pas, ça n'a pas été expérimenté réellement quelque part, mais c'est sûr que c'est l'objectif qu'on doit se donner pour l'avoir en tête. Là, mais dans la stratégie du zéro déchet, cette stratégie-là, elle tient compte des déchets ultimes qui ne sont pas traitables, mais c'est une infime partie. Très, très... À date, c'est 25 %. Donc, c'est pas infime, c'est 25 % Des matières, non. Ça m'étonnerait, non? Oui, c'est 25 %, mais actuellement, là, on a quand même... La première étape, là, c'est du 75 % qui ne devrait pas se ramasser dans notre poubelle, c'est de l'envoyer à la bonne place. Ça, c'est notre premier objectif. Entre-temps, il y aura peut-être des technologies. On parle des sacs verts. Il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Le gouvernement s'y penche actuellement, les sacs à usage unique. Il va y avoir des choses qui vont nous permettre d'aller plus loin. Mais la priorité, là, la chose qu'il faut faire présentement, on a les solutions, c'est de réduire la quantité de déchets qui ne devraient pas se retrouver. Alors, ce qu'on devrait retrouver dans nos déchets, c'est uniquement les déchets ultimes. Et graduellement, on devrait tendre vers avoir même plus de déchets ultimes. Mais dans un premier temps, on est encore loin de la cible d'avoir juste des déchets ultimes. Puis le jour où on va l'atteindre, moi, je vais être tellement fier, là, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis les solutions existent. Puis c'est ça qu'on est venu annoncer aujourd'hui, de dire, regarde, on fait un premier pas, il va en avoir d'autres qui vont être faits. On veut atteindre, c'est vers ça qu'on veut s'en aller. C'est pour ça qu'on dit tendre vers le zéro déchet. On sait bien qu'en 2025, ça ne sera pas zéro déchet dans notre poubelle, mais c'est vers ça qu'on s'en va. Et est-ce que les technologies vont nous permettre un jour d'aller encore plus loin dans la récupération de certains produits? Ça aussi, ça va être à suivre. Mais déjà, là, vous allez voir, ça va demander quand même des efforts importants de mobilisation juste pour atteindre ce qu'on veut atteindre, vous voyez? Parce que, tu sais, c'est facile de dire, bon, ben écoutez, essayez donc d'utiliser le bac de compostage. Mais il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils nous disent, ben moi, j'en ai pas assez. Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte, mais on en produit plus qu'on pense. Hein, on est 2 à la maison, ça ne vaut pas la peine de faire du compostage. Alors nous, on va essayer de faire beaucoup de pédagogie pour dire aux gens, non, c'est important que tout le monde participe. Alors, mais vous avez raison, le zéro déchet tient compte d'ailleurs des déchets ultimes, là, donc qui actuellement sont difficiles à récupérer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'incinérateur va toujours être là. Mais on ne veut pas l'augmenter. Ça fait combien d'années qu'on a cette capacité-là de 20-25 000 tonnes? Bon, alors, vous voyez, alors donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réduire le plus possible les déchets. On ne veut plus construire d'incinérateurs. On veut avoir le moins de sites d'enfouissement possible. On veut réduire ça au maximum actuellement. Donc, c'est sûr que le résiduel, bien, notre incinérateur sera toujours là, malheureusement, pour donc brûler ces déchets-là, parce que des fois, c'est la seule façon, c'est de les brûler. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, allez-y, les journalistes, s'il y a d'autres questions. Non, je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence et portez-vous bien. Pour les journalistes en salle, on va prendre une photographie avec tous les élus à l'avant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Passez une excellente journée.